Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je redonne vie à de vieilles motos dans le garage de mon grand-père. Ici, sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon, l'air sent toujours un mélange de métal froid et d'huile chaude. Je passe un chiffon sur un réservoir chromé, plus par habitude que par nécessité. Le geste est automatique, mes mains connaissent chaque courbe, chaque recoin de ces machines. C'est un langage que je comprends mieux que celui des gens. À l'étage, mon loft n'est qu'une grande pièce. Le parquet craque sous mes pieds quand je vais me chercher un verre d'eau tard le soir. La nuit, les phares des voitures qui montent la rue dessinent des ombres fugaces sur le mur de briques. Je connais chaque fissure dans le plâtre, chaque bruit de la tuyauterie. Je m'assois souvent sur le rebord de la fenêtre, regardant la ville s'endormir, le poids du silence pour seule compagnie. C'est mon monde entier. Le réveil sonne à 6 heures. Je ne le repousse jamais. Je descends, j'ouvre le grand volet métallique du garage. Le grincement est la première chose que j'entends chaque matin, un son qui me rassure. Je mets le café à chauffer sur une vieille plaque électrique posée sur mon établi, juste à côté d'une clé de 12 et d'un pot rempli de vis. Le café est toujours trop fort, mais il me tire du sommeil. Le soir, je mange souvent seul, debout près du plan de travail. Je regarde les gens passer dans la rue en contrebas, des couples qui se tiennent la main, des groupes d'amis qui rient. Il y a 2 ans, il y avait 2 assiettes ici. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. J'ai lavé l'autre et je l'ai rangée au fond d'un placard. Mais parfois, j'ouvre la porte juste pour vérifier qu'elle est toujours là, avant de la refermer doucement. Quand le silence du loft devient trop lourd, je marche jusqu'au refuge. C'est le bistrot d'Hélène. La lumière y est toujours tamisée, et ça sent la cire d'abeille et le vin rouge qui a un peu tourné. Je pousse la porte lourde en chêne et le son d'un vieux vinyle de jazz m'accueille. C'est un endroit hors du temps, un abri contre le bruit de ma propre tête. Chaque objet semble avoir une histoire. Elle est derrière le comptoir, en train d'essuyer un verre avec un torchon blanc. Hélène. Elle a 42 ans, presque le double de mon âge. Une unique mèche argentée traverse ses longs cheveux noirs. Je la suis des yeux quand elle se penche pour prendre une bouteille. Elle a de petites taches d'encre sur le pouce droit, vestige du journal qu'elle lit chaque matin avant d'ouvrir. C'est un détail que personne d'autre ne semble remarquer. Je m'assois à ma place habituelle, au bout du bar. Elle me sert une bière sans que j'aie besoin de commander. Elle pousse le verre vers moi et son doigt frôle le mien une fraction de seconde. À côté de mon coude, il y a ce vieux Zippo qui ne marche plus. Le sien. Je le prends, j'essaie de faire tourner la molette. Rien. Juste un bruit sec. Elle me sourit, un de ces vrais sourires qui atteint ses yeux noisettes. Ce soir, c'est vendredi. Le bar est plein, ça parle fort. On est en finale de notre tournoi de billard mensuel. Moi contre elle. La fumée des cigarettes monte en volute paresseuse vers le plafond. Je m'approche de la table, je frotte un peu de craie bleue sur le bout de ma queue de billard. Je sens son regard sur moi pendant que je me prépare, un poids léger sur ma nuque. Je me retourne, elle lève son verre dans ma direction. Tout le monde s'est tu. On n'entend plus que le ronronnement du réfrigérateur derrière le bar et le crépitement du disque sur la platine. Il ne reste que la bille noire. Je me penche sur le tapis vert, j'aligne mon tir. Mon souffle fait une petite buée sur le bois verni de la queue. Je peux sentir la chaleur des gens qui nous entourent, leur attente. Je prends une inspiration, lente, pour calmer le battement dans mes poignets. Hélène me regarde, un coin de sa lèvre est relevé. Pour briser le silence, je me redresse. Je la regarde droit dans les yeux et je lance, assez fort pour que tout le bar entende. « Alors, on fait comme ça. Épouse-moi si je gagne ce pari. » Je vois ses doigts se resserrer sur sa propre queue de billard. Le bois craque à peine, un son que moi seul semble entendre dans le silence soudain du bar. Un rire général éclate. Elle rit aussi, mais ses yeux noisettes se détournent des miens une fraction de seconde. Je me reconcentre, je frappe la bille blanche. Un coup sec. La noire file droit dans la poche d'angle. Mes amis crient victoire. Je cherche le regard d'Hélène pour partager ce moment, mais elle a déjà posé sa queue contre le mur. Elle tourne les talons, sans un mot, et disparaît derrière le comptoir. Le bruit des acclamations s'estompe. Je reste là, la main sur le feutre vert, qui me semble soudainement froid. Je regarde la porte derrière laquelle elle a disparu, une simple porte en bois battante.
Je n'entends plus rien d'autre que le son du disque qui arrive à sa fin, le sifflement répétitif de l'aiguille dans le sillon vide. Demain, je devrais revenir. Demain, Léo, tu devras comprendre ce qui vient de se passer au refuge avec Hélène. Le samedi suivant, je n'ai pas ouvert le garage. Je suis resté à l'étage à faire tourner une vieille chaîne de moto entre mes doigts, le métal froid et graisseux. Le silence du loft était différent. Il n'était plus vide, mais plein de la question que je n'osais pas me poser. Chaque grincement du parquet me faisait sursauter. Je m'attendais à la voir apparaître dans l'escalier, mais la journée s'est écoulée sans un bruit, à part le mien. Il m'a fallu 3 jours pour trouver le courage de redescendre la rue. J'ai marché lentement, les mains enfoncées dans les poches de mon jean, le cuir de ma veste me semblant trop lourd sur les épaules. Devant la porte du refuge, j'ai hésité. J'ai observé mon propre reflet dans la vitre sombre, une silhouette que je ne reconnaissais pas tout à fait. J'ai pris une inspiration et j'ai poussé la porte. Le petit carillon a sonné comme un avertissement. Le bar était presque vide. Hélène était là, derrière le comptoir, en train de trier des factures. Elle a levé les yeux, sans surprise. Son visage était neutre, fermé. Elle n'a rien dit. Je me suis assis à ma place habituelle, le tabouret a grincé. J'ai posé les coudes sur le bois usé du bar, fixant les cercles laissés par les verres précédents, attendant qu'elle parle la première. Elle ne l'a pas fait. Finalement, elle s'est approchée, a pris un verre propre et l'a rempli d'eau du robinet. Elle l'a posé devant moi. « Tiens », a-t-elle simplement dit. Sa voix était calme, professionnelle. Elle a repris ses factures. J'ai bu l'eau d'un trait, le verre a claqué un peu fort quand je l'ai reposé. Le zippo était toujours là, à côté de ma main. Je n'ai pas osé le toucher. J'avais l'impression qu'il pouvait me brûler les doigts. La semaine suivante, j'y suis retourné. C'était un mardi soir, il pleuvait. J'avais apporté une petite bougie d'allumage encrassée, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Je me suis installé et j'ai commencé à la nettoyer avec un chiffon. Hélène m'a servi une bière sans un mot, puis elle s'est accoudée en face de moi, observant mes gestes. Le seul bruit était celui de la pluie contre les vitres et du chiffon sur le métal. « C'est pour la vieille Gouzi ?» a-t-elle demandé. Sa voix était plus douce. J'ai hoché la tête, sans la regarder. Elle a du mal à démarrer avec l'humidité. J'ai continué à frotter la bougie, me concentrant sur la petite tache de suie près de l'électrode. C'était plus facile que de la regarder dans les yeux. Je sentais son regard sur mes mains, un poids familier et pourtant différent. Elle a tendu la main et a effleuré le zippo du bout des doigts. Mon père passait des heures à essayer de le réparer. Il disait que certains objets ont juste décidé de ne plus fonctionner. C'était la première chose personnelle qu'elle me disait depuis ce soir-là. J'ai arrêté de nettoyer ma bougie. J'ai regardé sa main posée sur le briquet, les petites taches d'encre sur son pouce. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement repoussé la bougie et pris une longue gorgée de ma bière. Le silence est revenu, mais il n'était plus hostile. Il était rempli de l'histoire d'un père que je n'avais jamais connu et d'un briquet qui ne voulait plus faire d'étincelles. J'ai compris que nous n'étions plus dans le jeu. C'était autre chose maintenant, quelque chose de plus fragile. Alors, c'est devenu une sorte de rituel. Tous les mardis, je venais avec une petite pièce à réparer, un truc sans importance. Je m'installais au bar, je travaillais dessus en silence. Elle me servait, puis restait à proximité, s'occupant de ses affaires. Parfois, elle me posait une question sur un carburateur. Je lui répondais en parlant de gicleurs et de flotteurs. C'était notre nouvelle langue. On ne parlait jamais de nous. On parlait des motos, du temps qu'il faisait, d'un client pénible, d'un nouveau vin qu'elle avait reçu. Un soir, en me servant, sa main a frôlé la mienne. J'ai senti la chaleur de sa peau contre la mienne, une seconde à peine. J'ai fait tomber la petite vis que je tenais. Elle a roulé sous le comptoir. On s'est penchés tous les deux en même temps pour la ramasser. Nos têtes se sont heurtées doucement. Nos visages étaient proches, dans la pénombre sous le bar. Je pouvais voir le grain de sa peau, les petites ridules au coin de ses yeux. Ça sentait son parfum, quelque chose de boisé, de discret. Je me suis reculé le premier, la vis oubliée sur le sol. Je me suis rassis, le cœur battant contre mes côtes, et j'ai fait semblant de chercher un autre outil dans ma poche. J'ai commencé à remarquer des détails que je n'avais jamais vus. La façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure quand elle faisait ses comptes. La petite cicatrice presque invisible, juste au-dessus de son sourcil gauche.
la manière dont elle penchait la tête sur le côté quand elle écoutait vraiment une histoire. Je rangeais ces détails dans un coin de ma tête, sans savoir pourquoi. Un soir de novembre, le bar était vide. Une musique lente jouait sur la platine. Elle polissait des verres, le geste lent et répétitif. La lumière du bar se reflétait sur sa mèche argentée. Je la regardais faire, oubliant la chaîne de vélo que j'étais censé retendre. Le temps semblait s'être arrêté, suspendu au son du chiffon sur le cristal. « Tu ne parles jamais de ta famille, Léo », a-t-elle dit soudainement, sa voix à peine plus qu'un murmure dans le silence. Elle n'a pas levé les yeux du verre qu'elle tenait. Mes mains se sont immobilisées sur la chaîne froide. J'ai regardé mes doigts, les ongles noirs de graisse. J'ai avalé ma salive. « Il n'y a pas grand-chose à en dire », j'ai répondu. Ma propre voix m'a paru étrangère. Elle a posé le verre, parfaitement propre. Elle a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis des semaines, elle m'a regardé droit dans les yeux, sans aucune barrière. « J'en doute », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Mon souffle s'est bloqué dans ma poitrine. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son n'est sorti. Ça faisait maintenant 4 mois que mes mardis soirs se passèrent comme ça, entre une pièce mécanique et le zippo de son père posé entre nous sur le comptoir. Mais ce soir-là, avec ces 2 mots, elle venait de faire une brèche dans le mur que je passais mes journées à construire. Et pour la première fois, je n'avais aucune envie de la réparer. Je suis resté là, les doigts figés sur le métal froid de la chaîne de vélo, le son de sa voix résonnant dans le silence du bar. J'ai senti le poids de son regard sur moi, attendant une réponse que je n'avais pas. J'ai fait semblant de resserrer un maillon qui n'en avait pas besoin, juste pour donner un but à mes mains. J'ai fini par hocher la tête, un mouvement sec et insuffisant, avant de rassembler mes outils dans ma poche. J'ai laissé un billet sur le comptoir, à côté de mon verre à moitié plein. En me levant, le tabouret a raclé le sol, un bruit trop fort dans le calme ambiant. Je n'ai pas osé me retourner. Le petit carillon de la porte a sonné dans mon dos et j'ai marché plus vite, comme si je pouvais échapper à la question qu'elle venait de poser. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage, mais n'a pas réussi à chasser la chaleur qui me montait aux joues. Le mardi suivant, j'ai failli ne pas y aller. J'ai fait 3 fois le tour du pâté de maison avec ma vieille moto, le moteur pétaradant dans les rues silencieuses. Finalement, j'ai garé la bécane, j'ai marché jusqu'à la porte du refuge. J'ai posé la main sur le bois froid, j'ai attendu une seconde, puis j'ai poussé. Elle était là, au même endroit, comme si la semaine n'avait pas existé. Elle a levé les yeux et un muscle a tressailli près de sa mâchoire. Je me suis assis à ma place. J'avais apporté un vieux carburateur, juste pour l'excuse. Elle m'a servi ma bière sans un mot. Le silence s'est installé, plus lourd que d'habitude. J'ai commencé à dévisser une petite vis en me concentrant sur le mouvement de mes doigts. Elle s'est accoudée en face de moi, a pris le zippo et l'a fait tourner entre ses doigts. Le petit clic de l'ouverture ratée a brisé la tension. « Il a appartenu à mon mari », a-t-elle dit, sa voix basse. J'ai arrêté de dévisser. Mes yeux sont restés fixés sur le carburateur. Pas mon père, mon mari. Elle a reposé le briquet doucement. Il est parti il y a 10 ans. Il a tout laissé derrière lui, sauf ses clés de voiture, même son briquet préféré. J'ai senti mon souffle se couper. Je n'ai rien dit. J'ai juste recommencé à tourner ma vis, plus lentement cette fois. Elle a continué, le regard perdu dans le reflet des bouteilles derrière moi. Les gens du quartier pensent que je garde ce bar pour mon père. La vérité, c'est que je le garde parce que c'est le seul endroit où je ne l'attends plus. Elle a passé un doigt sur une rayure du comptoir. J'ai posé mon tournevis. J'ai levé les yeux et j'ai rencontré son regard. Il n'y avait plus de jeu, plus de défi, juste une fatigue immense. Les semaines qui ont suivi, quelque chose a changé. Les mots ont commencé à venir, par petits bouts. Un soir, en fermant, elle m'a raconté comment il détestait la musique qu'elle passait, comment il voulait transformer le bar en un truc moderne, sans âme. Pendant qu'elle parlait, elle a arraché une étiquette sur une bouteille de vin, la réduisant en minuscules morceaux de papier. Je l'ai écoutée, en essuyant une tache d'huile imaginaire sur mon jean. Un autre soir, alors qu'elle cherchait une bouteille sur l'étagère du haut, elle a failli perdre l'équilibre. Je me suis levé d'un bond pour la retenir. Ma main s'est posée sur son bras.
À travers le tissu fin de sa chemise, j'ai senti la chaleur de sa peau. On est resté comme ça une seconde, immobile. Je pouvais sentir son souffle léger sur ma joue. Je me suis reculé le premier, le cœur battant à un rythme désordonné. J'ai commencé à travailler sur le zippo plus sérieusement, dans mon atelier. J'ai changé la pierre, nettoyé la mèche, ajusté le petit ressort. Je l'ai apporté un mardi et je l'ai posé sur le comptoir. Je l'ai ouvert et du premier coup, une petite flamme a jailli, vacillante mais tenace. Hélène a arrêté d'essuyer le verre qu'elle tenait. Ses yeux se sont fixés sur la flamme et un sourire lent, fragile, a étiré ses lèvres. Elle a tendu la main, non pas pour prendre le briquet, mais pour effleurer le dos de la mienne. Ses doigts étaient froids. Le contact a duré le temps d'une respiration. Personne n'avait jamais pris le temps, a-t-elle murmuré. J'ai refermé le couvercle du zippo et le clic a résonné, net et final. J'ai laissé ma main là où elle était, juste à côté de la sienne, sans oser bouger. Notre routine a attiré l'attention. Un soir, un vieil habitué, un certain Marcel, m'a regardé de travers en partant. Il a lancé à Hélène, assez fort pour que j'entende « Tu devrais faire attention, ce n'est qu'un gamin ». J'ai senti le sang me monter au visage. J'ai serré si fort le verre que j'ai cru qu'il allait se briser dans ma main. Hélène n'a pas scié. Elle a attendu que la porte se referme. Elle a fini de rincer un verre, l'a posé sur l'égouttoir avec une précision méticuleuse. Puis, elle s'est tournée vers moi. « L'âge, c'est juste une façon de compter les hivers », a-t-elle dit calmement. Certains en ont vu 50 et n'ont jamais rien appris du froid. Son regard était intense, presque féroce. J'ai desserré ma prise sur mon verre. Plus le temps passait, plus je la voyais, vraiment. Je voyais la façon dont ses épaules s'affaissaient un peu quand elle pensait que personne ne la regardait. Je voyais la petite fissure dans sa tasse à café préférée, celle qu'elle utilisait toujours le matin. J'ai commencé à lui apporter le journal, juste pour voir la tache d'encre se former sur son pouce pendant qu'elle le lisait en buvant son café. Une nuit de décembre, il a neigé. Les rues de la Croix-Rousse étaient silencieuses, recouvertes d'un manteau blanc. J'étais le dernier client. Elle a verrouillé la porte et a mis un disque de Chet Baker. Elle ne m'a pas demandé de partir. Elle s'est servi un verre de vin et en a posé un devant moi. On est resté assis là, à écouter la musique, regardant les flocons tomber à travers la vitre. Parfois, j'oublie à quoi ressemble le silence, a-t-elle dit en regardant la rue. Le vrai silence, pas juste l'absence de bruit. J'ai fait tourner le vin dans mon verre, observant la façon dont le liquide rouge s'accrochait à la paroi. Mon garage est silencieux, j'ai répondu, mais ce n'est pas le même silence. Elle a tourné la tête vers moi et a souri. Un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Ce soir-là, en partant, je lui ai tendu le zippo. « Il est à vous », j'ai dit. Elle a secoué la tête. « Non. Il a trouvé la personne qui pouvait le réparer. Il est à toi maintenant. » Elle a refermé mes doigts sur le métal froid du briquet. Sa main a enveloppé la mienne un instant. C'était un poids chaud et rassurant. J'ai gardé le poing fermé tout le chemin du retour. Noël approchait. L'air était glacial, mais à l'intérieur du refuge, il y avait une chaleur nouvelle. Je l'ai aidé à accrocher une guirlande lumineuse au-dessus du bar. Nos mains se sont frôlées en démêlant les fils. J'ai levé les yeux. Elle me regardait déjà. La petite lumière jaune de la guirlande se reflétait dans ses pupilles. On était si proches que je pouvais voir le dessin de son iris. « Merci, Léo », a-t-elle dit, sa voix à peine un souffle. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tenu le fil un peu plus fermement, mon petit doigt pressé contre le sien. Le monde extérieur, le bruit de la rue, les klaxons, tout avait disparu. Il n'y avait plus que le bourdonnement léger de la guirlande et le son de nos deux respirations dans le petit bar. Cela faisait presque 6 mois depuis le match de billard, 6 mois de mardi soir, de pièces mécaniques et de silence partagé. En la regardant brancher la guirlande, illuminant le bar d'une lueur douce, j'ai senti quelque chose se défaire en moi, une sorte de nœud que je portais depuis des années sans même le savoir. J'ai glissé le zippo dans ma poche. Il était lourd, comme une promesse. Elle s'est retournée, son visage baigné par la lumière dorée des ampoules. Elle m'a souri, et pour la première fois, j'ai vu une femme qui n'était pas définie par son passé, par un mari parti ou par un bar hérité. J'ai vu Hélène.
et dans ses yeux, j'ai eu l'impression qu'elle voyait enfin Léo, et non plus seulement le gamin qui réparait de vieilles motos. C'était là, notre sommet. Un équilibre parfait, fragile. La guirlande jetait une lueur d'or sur son visage. Après que le dernier client fut parti, nous sommes restés assis en silence, écoutant la fin du disque. Je l'ai raccompagnée jusqu'à sa porte, à quelques rues de là. Le froid nous pinçait les joues. Elle a resserré le col de son manteau, et sa main, avec la bague, a effleuré la mienne en se glissant dans sa poche. Nous n'avons rien dit. Il n'y avait rien à ajouter à ce moment parfait, si fragile. Le lendemain, la rumeur avait fait le tour de la pente. En travaillant sur un vieux moteur Norton, j'ai vu Marcel, l'habitué du bar, passer devant le garage. Il m'a jeté un regard en coin, un mélange de pitié et de mépris, avant de secouer la tête et de continuer son chemin. J'ai serré la clé à molette dans ma main. Mes jointures sont devenues blanches. Le métal froid contre ma paume était la seule chose qui me paraissait réelle à cet instant. Ce soir-là, au refuge, l'air était différent. Les rires semblaient forcés. Les regards me glissaient dessus avant de se détourner. Hélène était derrière le comptoir, mais elle était à des kilomètres. Elle polissait un verre déjà impeccable, le geste sec et répétitif. J'ai posé ma main sur le bois usé, près de la sienne. Elle l'a retiré aussitôt pour attraper une bouteille sur l'étagère, comme si le comptoir était soudainement devenu trop petit pour nous deux. Je suis resté jusqu'à la fermeture. Alors qu'elle empilait les chaises avec des gestes brusques, j'ai essayé de lui parler. « Hélène ?» Elle ne s'est pas retournée. « Je suis fatigué, Léo, c'est tout. » Sa voix était plate, sans couleur. Elle a gardé sa main gauche, celle qui portait la bague, enfoncée dans la poche de son tablier pendant toute la soirée, comme si elle voulait la cacher, ou peut-être l'oublier. Je suis parti sans un autre mot. La semaine suivante, elle n'était presque plus là. Une jeune femme que je n'avais jamais vue servait au bar. Hélène restait dans l'arrière-salle, prétextant des factures, un inventaire. Quand elle sortait, elle évitait mon regard. Je me suis assis à ma place habituelle, mais ce n'était plus ma place. Je décollais l'étiquette de ma bouteille de bière, la réduisant en confetti humide sur le bois. Le zippo dans ma poche pesait 1 tonne. Mon monde s'est de nouveau rétréci au mur de briques du garage. Le silence n'était plus apaisant, il était vide. Je travaillais jusqu'à l'épuisement, le bruit d'une ponceuse ou le cliquetis d'une clé à cliquet pour seule compagnie. J'ai sauté des repas, me nourrissant de café noir et de l'odeur d'essence. Un soir, mon reflet dans un garde-boue chromé m'a renvoyé l'image d'un type que je ne voulais pas connaître, les traits tirés et le regard perdu. Une nuit, le silence du loft est devenu insupportable. J'ai descendu la rue, mes pas résonnant sur les pavés humides. Le refuge était une masse sombre, silencieuse. Je me suis arrêté devant la porte fermée. J'ai sorti le zippo. La petite flamme a jailli, solitaire et têtue dans le froid. Elle a dansé 1 seconde, projetant mon ombre tremblante sur la vitrine, avant que je ne referme le capot d'un clic sec. Le lendemain matin, avant que la ville ne s'éveille, j'ai agi. J'ai choisi le plus beau carburateur que j'avais restauré, une pièce complexe et délicate. Je l'ai nettoyé jusqu'à ce qu'il brille comme un bijou, puis je l'ai déposé dans une petite boîte en carton sur son paillasson. Aucun mot, juste cet objet, notre langage. J'ai tourné les talons et je suis reparti vers mon garage sans me retourner une seule fois. 2 semaines se sont écoulées. 2 semaines de silence absolu. J'ai terminé de remonter une vieille Triumph, me concentrant sur chaque vis, chaque câble pour ne pas penser. Le moteur a démarré au premier coup de kick, un son rauque et puissant qui a rempli le garage. La satisfaction était creuse, éphémère. Alors que j'essuyais la graisse de mes mains avec un chiffon, j'ai entendu des pas sur le béton. Je n'ai pas levé la tête, pensant à un client. Léo. Sa voix. Mes mains se sont figées, le chiffon gras suspendu au-dessus du moteur. J'ai levé les yeux lentement. Elle était là, dans l'encadrement de la porte. Plus mince, les cernes plus sombres sous ses yeux. Elle tordait la lanière de son sac entre ses doigts. La bague n'était plus à son doigt. Elle a pris une inspiration et le silence s'est tendu comme un fil juste avant de rompre. Le chiffon est resté suspendu au-dessus du moteur. J'ai levé les yeux lentement. Elle était là, dans l'encadrement de la porte du garage, découpée par la lumière grise du matin. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, les épaules légèrement voûtées.
Elle tordait la lanière de son sac entre ses doigts, un geste nerveux que je ne lui avais jamais vu faire. Le bruit de la Triomphe qui tournait au ralenti emplissait tout l'espace entre nous, un battement de cœur mécanique. Son regard a balayé le garage, les outils accrochés au mur, la carcasse d'une vieille BSA dans un coin, avant de se poser sur moi. J'ai vu les cernes sombres sous ses yeux. J'ai vu que sa main gauche était nue. La bague en argent, celle qu'elle tournait toujours autour de son doigt quand elle réfléchissait, n'était plus là. L'absence de ce petit éclat de métal me criait plus de choses que n'importe quel mot. J'ai coupé le contact du moteur. Le silence est tombé, lourd et soudain. Ça fait 10 ans, a-t-elle commencé, sa voix un peu rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis longtemps. 10 ans que j'attends que quelqu'un me dise ça, même pour rire. Elle a fait un pas à l'intérieur. Ses chaussures ont fait crisser le sable sur le béton. Pour moi, ce n'était pas pour rire, Léo. Ces mots flottaient dans l'air froid du garage, se mêlant à l'odeur d'huile et d'essence. J'ai posé le chiffon sur l'établi, lentement. Je me suis redressé. Chaque muscle de mon corps semblait tendu. J'ai regardé ses mains, qui avaient arrêté de tortiller la lanière de son sac. Elles pendaient maintenant le long de son corps, immobile. J'ai fait un pas vers elle, puis un autre, réduisant la distance qui nous séparait. Le sol sous mes pieds était jonché de copeaux de métal et de vieilles vis. Je faisais attention où je marchais, comme si le chemin vers elle était miné. Elle a détourné les yeux, fixant un point sur le mur derrière moi. Je sais que je suis plus âgé, je sais que ça a l'air fou. Sa voix a flanché sur le dernier mot. Elle a pris une inspiration tremblante. Tu peux dire non. Je comprendrai. Elle m'offrait une porte de sortie, une façon de tout effacer, de revenir au jeu, aux blagues au comptoir, au silence confortable. Mais je ne voulais plus de ces silences-là. Je voulais autre chose. Ma main a glissé dans la poche de mon jean. Mes doigts ont trouvé le contour froid et familier du zippo. Le poids du petit objet en métal dans ma paume m'a ancré. C'était la seule chose de solide dans ce moment qui semblait sur le point de se briser en 1000 morceaux. J'ai respiré l'odeur du garage, une odeur de travail, de patience, de choses qu'on répare. J'ai sorti le briquet de ma poche. Je l'ai ouvert d'un coup de pouce. Le petit clic a résonné, clair et net. J'ai fait tourner la molette. Une flamme a jailli, vive et dansante dans la pénombre de l'atelier. Elle a éclairé nos deux visages, chassant les ombres. Hélène a sursauté légèrement, et ses yeux se sont finalement posés sur moi, grands ouverts, reflétant la petite lumière jaune. Le temps a semblé s'arrêter, suspendu à la danse de cette flamme. Son souffle s'est bloqué. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. La flamme vacillait, projetant nos ombres immenses et tremblantes sur le mur de briques derrière nous. Elle a regardé le zippo, puis mon visage, puis de nouveau la flamme, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. C'était plus qu'un briquet réparé. C'était une réponse. C'était la seule réponse que je savais donner sans me perdre dans les mots. J'ai refermé le couvercle. Le clic a sonné la fin du silence. J'ai fait le dernier pas qui nous séparait. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, voir le grain de sa peau. Mes yeux n'ont pas quitté les siens. Qui a dit que je plaisantais ? Ma voix était basse, plus assurée que je ne l'aurais cru. J'ai vu une larme perler au coin de son œil, mais elle n'est pas tombée. Elle est juste restée là, brillante. J'ai glissé le zippo dans ma poche et j'ai pris sa main. Elle était glacée. Ses doigts se sont crispés autour des miens. Je sentais les petites callosités au bout de ses doigts, la marque de son travail, des verres qu'elle essuyait, des caisses qu'elle portait. C'était la main d'une femme qui avait construit sa vie seule. J'ai serré sa main un peu plus fort, lui transmettant la chaleur qui manquait à la sienne. « Hélène », j'ai dit, et son nom dans ma bouche avait un goût nouveau, un goût de vérité. « Épouse-moi ». Ce n'était plus une blague lancée par-dessus une table de billard. C'était une question posée dans le froid d'un garage, avec l'odeur de l'huile et le poids de nos deux solitudes. C'était la chose la plus réelle que j'ai jamais dite de toute ma vie. Je n'avais pas de bague, je n'avais que mes mains sales et cette question. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste hoché la tête, un mouvement lent, presque imperceptible. La larme a finalement roulé sur sa joue.
Elle a levé son autre main et l'a posée sur la mienne, qui tenait toujours la sienne, ses deux mains sur la mienne. Un poids léger, mais qui contenait tout. J'ai senti un nœud se défaire dans ma poitrine. Un truc que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié qu'il était là. Nous sommes restés comme ça, au milieu du garage, sans bouger. La lumière du jour filtrait à peine par la grande porte ouverte. Dehors, la ville commençait à s'animer, les bruits des premiers bus, des volets qui s'ouvrent. Mais ici, dans notre bulle qui sentait le métal et la patience, il n'y avait que le son de nos respirations qui commençaient enfin à s'accorder. Je savais que les gens parleraient. Je savais que ce serait compliqué. J'ai porté sa main à mes lèvres et j'ai embrassé ses doigts, là où la bague avait été. « Laisse-les parler », j'ai murmuré contre sa peau. Elle a fermé les yeux et a souri pour la première fois. Un vrai sourire, fatigué et fragile, mais c'était le plus beau que je lui ai jamais vu. C'était le début. Pas un conte de fées, mais quelque chose de bien plus solide. Quelque chose que nous allions construire, une pièce à la fois. 1 an a passé. Le matin, il y a 2 tasses de café sur mon établi, à côté des clés à pipe et des bougies. L'une est ébréchée, la mienne. L'autre est blanche, fine, celle d'Hélène. Je la regarde traverser le loft, pieds nus sur le parquet qui grince. Elle porte un de mes vieux t-shirts, trop grand pour elle. Elle attrape une pomme sur le plan de travail, la frotte contre son t-shirt et me la lance. Je l'attrape d'une main sans cesser de visser. Nos 2 mondes se sont mélangés, sans faire de bruit. Parfois, elle descend du bar avec un sandwich pour moi et l'odeur du pain frais se mêle à celle de l'essence. Je remarque que la petite tache d'encre sur son pouce vient maintenant des mots croisés qu'on essaie de finir ensemble le matin. Je monte la rejoindre pour le café de l'après-midi et je m'assois sur le tabouret où tout a commencé. Le bois est toujours aussi usé, mais il ne me paraît plus froid. Les soirs, on monte les vieux vinyles de jazz dans le loft. On s'installe sur le canapé, celui qui s'affaisse au milieu. Ses pieds sont posés sur mes genoux pendant qu'elle lit, et je nettoie une petite pièce de carburateur juste pour occuper mes mains. Le silence n'est plus lourd. Il est rempli par le crépitement du disque et le bruit de ses pages qui tournent. Je lève parfois les yeux de mon travail juste pour la regarder respirer, sa poitrine qui se soulève doucement. On se promène parfois sur les pentes, main dans la main. Je sens encore des regards, j'entends des chuchotements quand on passe. Au début, je serrais les poings dans mes poches. Maintenant, je resserre juste mes doigts autour de sa main. Je sens le contact de la simple bague en argent contre ma peau. Elle s'arrête pour caresser un chat et je vois une vieille voisine nous observer derrière ses rideaux. Hélène lui fait un petit signe de la main et la voisine disparaît. L'autre jour, en faisant la vaisselle, j'ai attrapé 2 assiettes sans réfléchir. Je me suis arrêté, l'eau coulant sur mes mains. Je me suis souvenu de l'époque où j'en lavais une seule, rangeant l'autre au fond du placard comme une relique d'une autre vie. J'ai séché mes mains sur un torchon et je me suis retourné. Hélène était assise à la grande table, dessinant des plans pour réaménager le bar. Elle a levé les yeux et m'a souri, sans savoir à quoi je pensais. Le Zippo est posé sur une petite étagère en bois que j'ai fabriquée près de la fenêtre. Il est à côté d'une photo en noir et blanc, un peu cornée, de son père, qu'elle a finalement sorti d'une boîte. Je le prends de temps en temps, je sens le poids du métal dans ma paume. Je ne l'allume plus. Sa flamme a servi une fois, au bon moment. Maintenant, il est juste là, comme une borne kilométrique, le témoin silencieux du chemin qu'on a parcouru. Il y a des nuits où je me réveille avant elle. Je la regarde dormir, la mèche argentée étalée sur l'oreiller. Je vois les fines ridules au coin de ses yeux, des cartes des années que je n'ai pas connues, mais que j'apprends à lire. Je passe un doigt sur la petite cicatrice au-dessus de son sourcil. Elle bouge dans son sommeil. Sa main trouve la mienne et ses doigts s'entrelacent avec les miens. Un réflexe, un ancrage même quand elle est loin. Ce soir, on a fermé le bar ensemble. J'ai tiré le grand volet métallique. Le grincement qui marquait le début de mes journées solitaires marque maintenant la fin de nos journées partagées. Elle a tourné la clé dans la serrure. On est resté un instant sur le trottoir silencieux, regardant les lumières de Lyon en contrebas. Elle s'est appuyée contre mon épaule. Je n'ai pas dit « laisse-les parler ». Je n'en avais plus besoin. J'ai juste passé mon bras autour d'elle et on a commencé à rentrer.